On va partir pour un petit voyage, ensemble. Un voyage pour comprendre comment on a réussi à décrypter les messages cachés dans la lumière des étoiles. Ces points si lointains. Allez, c'est parti. Ah, ce sentiment, quand on lève la tête, une nuit bien claire. Cette voûte céleste, infinie, comme parsemée de diamants. Chaque petit point de lumière, c'est une étoile, un autre soleil, mais à des distances folles. Et pourtant, pendant des millénaires, on n'avait aucune idée de ce que c'était vraiment. Un mystère complet. Et c'est la question, finalement. Comment on fait? Comment est-ce qu'on peut savoir de quoi est faite une étoile? Sa température, son âge, tout ça sans jamais quitter la Terre. C'est une sorte d'enquête de détective cosmique, non? Bon, pour commencer cette enquête, il faut se concentrer sur notre seul et unique indice, la lumière. C'est tout ce qu'on reçoit, c'est le seul messager qui fait tout ce chemin à travers le vide de l'espace pour nous raconter une histoire. Et ça, c'est vraiment un point crucial. Absolument tout ce qu'on sait sur les étoiles, que ce soit nos voisines ou celles dans des galaxies à des millions d'années-lumière, tout vient de l'analyse de cette lumière. C'est notre seule fenêtre sur l'univers lointain. La seule. Ok, mais alors, comment on fait pour transformer un simple rayon de lumière en information concrète? Eh bien, il a fallu inventer un outil, une sorte de décodeur. Et cet outil, il a absolument tout changé en astronomie. En fait, le principe de base est assez simple. On a tous vu un prisme décomposer la lumière blanche en arc-en-ciel, non? Eh bien, un spectroscope, c'est un peu ça, mais en beaucoup plus sophistiqué. Il prend la lumière d'une étoile et l'étale dans toutes ses couleurs. Ça nous donne ce qu'on appelle son spectre. Et c'est là que la magie opère. Parce que cette lumière, avant de voyager jusqu'à nous, elle doit traverser l'atmosphère de l'étoile. Et là-dedans, les différents éléments chimiques, ils agissent comme des filtres. Ils absorbent des couleurs très précises. Le résultat, c'est que l'arc-en-ciel n'est pas parfait. Il y a des lignes noires, comme des trous. Et ça, c'est ni plus ni moins que le code-barre chimique de l'étoile. Chaque élément, que ce soit l'hydrogène, l'hélium, le fer, a sa propre signature, son propre motif de ligne noire, toujours au même endroit. Du coup, en regardant où sont ces lignes, les scientifiques peuvent dire avec certitude « Ah, cette étoile contient de l'hydrogène, celle-là du calcium ». C'est dingue, c'est comme faire un test ADN à des années-lumière de distance. Regardez, si on compare le spectre de notre Soleil avec celui d'une autre étoile, disons Procyon, on voit bien que ça se ressemble, mais les lignes noires ne sont pas exactement au même endroit ni de la même intensité. C'est la preuve que chaque étoile a sa propre carte d'identité chimique. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ce code barre, il est encore plus malin que ça. Il ne nous dit pas seulement de quoi l'étoile est faite, il nous dit aussi sa température. La lumière, c'est aussi un thermomètre. Comment ça se fait? Eh bien, la lumière d'une étoile n'est pas répartie de manière égale. Il y a toujours une couleur qui domine, une couleur où l'étoile est la plus brillante. Ce point le plus lumineux, ce pic, son emplacement nous dit tout. Grâce à une loi physique, on sait que la position de ce pic est directement liée à la température de la surface de l'étoile. C'est direct. Et le plus fou, c'est qu'on peut le voir nous-mêmes. Une étoile super chaude, son pic est dans le bleu, donc elle nous paraît bleue. Une étoile plus froide, son pic est dans le rouge, elle nous paraît rouge. La prochaine fois que le ciel est bien noir, essayez de voir ces différences de couleurs. C'est un thermomètre géant juste au-dessus de nos têtes. Et on peut aller encore plus loin. Si on combine la température qu'on vient de trouver avec la luminosité globale de l'étoile, hop, par un petit calcul, on peut même trouver sa taille. Pensez-y un instant. Composition, température, taille, tout ça, c'est caché dans un unique rayon de lumière qui a voyagé pendant des années. Ok, donc maintenant, on sait comment prendre les constantes vitales d'une étoile. La question suivante, c'est et si on les mettait toutes ensemble? Si on commençait à les comparer? C'est exactement ce que des astronomes ont fait, et ça a donné naissance à l'un des graphiques les plus révolutionnaires de toute l'histoire des sciences. Au début du XXe siècle, deux astronomes, Hertzsprung et Russell, ont eu la même idée, chacun de leur côté. Ils se sont dit, tiens, prenons toutes les étoiles qu'on connaît, mettons leur température sur un axe et leur luminosité sur l'autre. Voyons ce que ça donne. On aurait pu s'attendre à un nuage de points complètement désordonné, non? Une sorte de chaos. Après tout, pourquoi y aurait-il un lien entre la température et la luminosité? Eh bien, ce qu'ils ont découvert a surpris tout le monde. Et voilà le résultat, le fameux diagramme Hertzsprung-Russell ou diagramme HR. Ce n'est pas du tout un chaos, c'est une structure incroyablement organisée. Les étoiles ne sont pas n'importe où, elles suivent des chemins, des routes. C'était la révélation. Les étoiles ont une vie avec une naissance, une maturité et une fin. Tout était là sur ce graphique. Cette carte, elle nous montre les grandes familles d'étoiles. Il y a cette grande diagonale,
c'est la séquence principale. La plupart des étoiles, y compris notre Soleil, y passent le plus clair de leur temps. Puis, en haut à droite, on a le coin des géantes et des supergéantes. Et en bas à gauche, les naines blanches, qui sont en fait les restes d'étoiles mortes. Alors, ce diagramme, il nous a permis de comprendre le cycle de vie d'une étoile. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, elle devient encore plus personnelle en fait. Elle nous relie à une sorte d'arbre généalogique cosmique. En fait, les astronomes se sont rendus compte qu'il y a deux grandes catégories d'étoiles. D'un côté, les vieilles de la vieille, la population 2. Elles sont très pures, presque uniquement de l'hydrogène et de l'hélium du Big Bang. Et de l'autre, des étoiles plus jeunes, la population I, comme notre Soleil. Elles ont un petit quelque chose en plus, des éléments lourds, ce que les astronomes appellent des métaux. La question, c'est d'où ils viennent, ces éléments lourds. Et là, c'est une histoire de recyclage à l'échelle de l'univers. Les toutes premières étoiles, la fameuse population 3, étaient des monstres. Elles ont brûlé leur carburant à toute vitesse, puis ont explosé en supernova. Et en explosant, elles ont créé et dispersé les premiers éléments lourds. Le gaz de la génération suivante, la population 2, était donc déjà un peu pollué avec ces nouveaux éléments. Et quand ces étoiles sont mortes à leur tour, elles ont encore enrichi le mélange. Notre Soleil, une étoile de population I, est née de ces cendres, de cette matière recyclée encore et encore. Et on voit cette histoire rien qu'en regardant notre galaxie, la Voie lactée. Au centre, dans le bulbe, on trouve surtout des vieilles étoiles, de la population 2. Mais ici, dans les bras spiraux, là où on est, c'est une zone jeune, pleine d'étoiles de population 1. C'est là que ça se passe encore aujourd'hui. Et tout ça, ça nous mène à une conclusion assez vertigineuse. Le calcium dans nos os, le fer dans notre sang, le carbone qui nous constitue, rien de tout ça n'existait au début de l'univers. Tous ces éléments ont été fabriqués dans le cœur d'étoiles géantes, des étoiles qui ont explosé il y a des milliards d'années. Pour le dire simplement, on est fait de poussière d'étoiles. Littéralement. Finalement, en apprenant à lire la lumière des étoiles, on n'a pas seulement percé leurs secrets. On a découvert notre propre histoire, notre origine. Et ça laisse une dernière question, une question pour l'avenir. Le cycle continue. Alors, de quoi seront faites les prochaines générations d'étoiles? Et peut-être les formes de vie qui naîtront autour d'elles?